Nickel. Comme DJ, on fait péter les likes. Ça vous coûte rien. Nous, ça nous aide beaucoup. Faites pas les rats et faites péter les likes. Et si ce n'est pas déjà fait, vous nous rejoignez sur Twitter et sur Telegram. Vous avez les deux liens juste en dessous, les gars. Nickel, je fais juste un test. Ça a l'air d'être good. Toi, Théo, tu m'entends bien aussi? Ouais. C'est bon. Bon, bah écoutez, les gars, on va commencer sur les chapeaux de roue avec, comme toujours, une bonne nouvelle qui commence dès le matin pour vous réveiller. Vous allez voir, c'est super. Comme on disait en off, avant d'investir en crypto, il faut que vous soyez capable de suivre la macro, il faut que vous soyez capable de lire l'on-chain, le technique, le fondamental, faire de l'empirique un peu quand même, et maintenant vous intéresser à la géopolitique, évidemment, qui rentre dans la partie macro. C'est la joie, vous allez voir. Je vais vous présenter l'écran, je pense que vous le voyez. Pour ceux qui n'ont pas suivi un petit peu la news, alors on va pas en parler tout le live, hein, d'accord, évidemment, on n'est pas des experts en géopolitique. Mais évidemment que le marché crypto a réagi par rapport à ça. Donc, il y a eu des frappes israéliennes sur l'Iran. Il y a eu quelques semaines, je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais il y avait aussi une attaque entre l'Inde et le Pakistan. On en a entendu parler 2 jours et puis après, c'est passé aux oubliettes. Et ce qu'on disait en arrière-plan, c'est que là, du coup, il y a quand même des grandes puissances qui supportent à la fois l'Israël et puis l'Iran. Donc l'Israël avec les États-Unis, quoi. Voilà, c'est pas les mêmes enjeux. Mais du coup, voilà, c'est tombé ce matin. Donc évidemment, c'est quand même très triste dès qu'on voit ce genre de news. Et nous, on va se contenter juste de donner notre avis sur la partie purement crypto, pas sur la partie géopolitique, puisque ce n'est pas ni notre métier. Et moi, j'estime ne pas avoir les compétences ni l'expertise nécessaires pour parler de ça. Néanmoins, mais ça a dumpé, pardon, je te coupe, mais c'est surtout que pour l'instant, le message, c'est que ça reste une news temporaire. Bon, là, ça dump la crypto parce que c'est ouvert tout le temps. S&P 500, on va voir ça dans quelques minutes quand ça ouvrira. Je pense que c'est à 9h30 européenne que ça va ouvrir, donc dans pas longtemps. Je sais pas exactement quand ouvre les marchés, mais à mon avis, ça va dumper aussi. Mais tant qu'on en reste, à voir comment ça évolue, mais bon, pour l'instant, ça reste du registre du temporaire et ça pourrait s'arrêter là. Mais on n'est jamais à l'abri, comme Thibaut a dit, de quelque chose qui va un peu plus loin. Donc, on verra. On l'avait dit, il y a tout qui se profile bien, sauf macro, mais aussi la géopolitique. Effectivement, si on commence à partir sur ce genre de choses, ça peut retarder, limiter, faire corriger. Il peut se passer plein de choses. Ah, c'est un mot qu'on connaît bien, corriger. Sur les Alpes depuis 4 ans et demi, c'est bon, on commence à bien connaître le truc. Et là, vraiment, voilà, le marché, évidemment, quand il y a eu la news, crypto, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès qu'il y a une news qui tombe, et puis une news quand même assez forte, là, pour le coup, ça a dévissé un peu. Alors, l'Ether, c'était 10%, ce qu'on avait vu. Puis là, ça commence un petit peu à remonter. Donc, pour l'instant, en fait, il n'y a rien de catastrophique sur la partie crypto. Par contre, évidemment, c'est quelque chose qui peut s'escalader rapidement. Et c'est pas parce qu'on a des news comme ça que ça veut forcément dire aussi immédiatement que, j'en vois aussi beaucoup sur Twitter là en ce moment, ah bah c'est bon, c'est la fin du bull run, c'est la fin du truc. Bon, voilà, c'est toujours pareil, il faut prendre du recul, il faut attendre de voir ce qui va se passer. Il y a des enjeux et il y a des vraies questions d'un point de vue géopolitique, macro. Ça fait des mois qu'on vous en parle. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien de plus à faire là-dessus. Puis de toute façon, c'est pas sur des news comme ça qu'il faut réagir en se disant il y a une news, je commence à vendre ou j'achète ou peu importe. Enfin, c'est pas, pour moi, une news, c'est pas ça qui doit impacter votre philosophie de l'investissement et la manière dont vous allez gérer votre portefeuille. On l'a vu par exemple avec le Covid. Si vous avez profité de ces périodes-là pour acheter des alts, voire à chaque fois qu'il y a des news vraiment très négatives et quand ça commence à aller de plus en plus bas en général et quand ça s'accélère là-dedans dans un sentiment de marché très négatif, on l'a vu aussi sur le mois de mars, en général, c'est les meilleurs moments pour pouvoir acheter. Quand tout le monde vous dit c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. En l'occurrence, quand il y a un consensus là-dessus, c'est que ça pue. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi la news, voilà ce qui s'est passé. On verra un petit peu comment ça va évoluer par la suite, mais clairement pas du tout une bonne nouvelle. Au niveau du crypto bubble, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sur CoinMarketCap, on a vu que forcément sur le jour, les alts ont dévissé. Forcément, news très négative. Donc le marché corrige. Sur la semaine,
Le peu de performance qu'il y avait sur certains alts, ça a été retiré d'un coup. Sur le mois, on est toujours très largement dans le rouge, hein, à part quelques projets comme Hype et SPX, d'accord, le coin de Murad, mais sinon, on est toujours en tendance baissière quand même globalement sur la plupart des alts, hein. Tous ceux qui vous crient en alt season, j'en ai parlé mercredi, mais pour moi, ils comprennent absolument pas comment fonctionne le marché crypto. Aujourd'hui, il y a pas d'alt season en cours de route immédiate, d'accord. Toujours une dominance du Bitcoin hyper élevée, une incertitude d'un point de vue macro. Oui, ça se profile bien. Oui, on a des instituts qui achètent beaucoup et on voit qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais on commence à voir un shift avec l'achat sur les ETF, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus d'achats sur les ETF Ether et de moins en moins, en tout cas sur le court terme, sur la partie BTC. Donc, on peut imaginer peut-être un shift en se disant, tiens, on va aller un peu plus sur la partie Ether. Mais bon, voilà, pour l'instant, la tendance long terme, c'est un peu compliqué de le profiler. On est toujours assez fortement prononcé sur la partie purement BTC, avec une incertitude importante sur le marché. Par contre, à quel point aussi il faut arriver à prendre du recul, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur le mois de mars, quand tout le monde vous disait c'est mort, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, regardez à quel point le sentiment de marché était, euh, était bas et à quel point ça pouvait être un moment intéressant pour vous pour recharger à ce moment-là. Et que quand on commençait à se rendre compte que les news n'étaient pas si négatives que ça, que le contexte macro commençait à s'éclaircir de plus en plus, bah en fait, le marché avait déjà monté de manière assez significative. Donc, quand vous attendez un éclaircissement du marché ou des headlines positives pour vous dire là, c'est clairement le moment pour pouvoir aller, et quand vous achetez pas l'incertitude, bah, rapidement, en fait, et quand vous attendez tout un tas de confirmations techniques, on le dit depuis longtemps, mais du coup, bah, vous achetez beaucoup plus haut. Donc, voilà, assez compliqué quand vous faites ça. Néanmoins, pour l'instant, la tendance long terme sur le BTC et le bull run, malgré les news, pour moi, on reste toujours sur ce qu'on vous dit depuis des semaines et des mois. Voilà. Après, il faudra suivre, parce que tout peut changer rapidement. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus, Théo? Non, mais moi je suis d'accord. De toute façon, et une fois que l'incertitude est élevée, en fait, c'est trop tard, hein. C'est-à-dire que c'est déjà pricé, tout le monde est positionné, et donc voilà. Ce qui est chiant, c'est que tu n'as aucune certitude, donc tu sais pas. Ça peut très bien encore corriger, ça peut t'allonger dans le temps, prendre encore. Et en plus, il y a même un facteur un peu 3, tu vois, genre BTC, là, je regarde juste sur CoinGecko en 24 heures. 3% sur BTC, c'est 9% sur Ether et 9% sur la plupart des alts. Donc, si BTC perd 1%, les alts en perdent 3, en gros, le ratio pour l'instant. Donc, voilà, tu sais pas ce qui peut se passer, c'est chiant, c'est incertain. Nous, on s'efforce de présenter le plus de données possible. Et pour l'instant, jusqu'à présent, c'était plutôt positif pour avoir quand même une continuation du cycle et au moins un pump sur des alts de qualité. C'est notre scénario principal. Mais évidemment, c'est sous réserve de tout ce qui peut se passer entre-temps. Mais bon, voilà, faut rester quand même confiant, avoir des convictions. Et voilà, écoutez, on verra bien comment ça se passe. Et de toute manière, il faut protéger aussi dans le cas où ça ne marche pas. Mais voilà. Bon, c'est le monde dans lequel on vit, donc il faut s'y préparer. Et ça sera, à mon avis, de plus en plus incertain. Donc l'investissement, comme le reste, ça en fait partie, quoi. Enfin, moi, c'est ma position par rapport à tout ça, quoi. Exactement. Concernant les ETF, c'est ce que j'ai commencé à vous évoquer un petit peu tout à l'heure. On voit que là, sur les derniers jours, il y a eu quelques sorties sur la partie BTC, mais que globalement, on a quand même aussi pas mal d'entrées. Regardez la courbe, hein. La courbe sur l'accumulation de BTC. Là, ici, ça correspondait clairement à la période du mois de mars où les gens vous disaient février-mars, oh, c'est la fin, les instituts vendent, ça va plus racheter, c'est bear market, c'est bear market. Aujourd'hui, on est à l'ATH, clairement, sur les inflows sur BTC de manière bien plus significative que ce qu'on avait avant. On a eu 5 milliards d'inflows supérieurs à ce qu'on pouvait avoir au top de février. Et pour autant, le BTC, il n'a pas évolué de manière exponentielle. Là, on prend plus que la partie instit, hein. On ne prend pas les achats par Sailor, on ne prend pas les achats par les entreprises qui sont juste monumentales. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, parce qu'il y a eu encore d'autres news là-dessus. Mais il y a une accumulation de la part de BTC et d'Ether, que ce soit par les institutionnels ou via des trésoreries d'entreprises monumentales. On n'a jamais eu ça dans toute l'histoire de la crypto. Et pour autant, le marché ou le cours de ces cryptos n'évolue pas ou très très peu. Donc,
évidemment, il y a plusieurs raisons à ça. J'en ai parlé beaucoup mercredi, je vous laisserai y jeter un coup d'œil. L'une des raisons principales, c'est qu'on achète OTC, over the counter, et donc évidemment, il n'y a pas d'impact comme ça sur le prix. Sauf que les coins et la disponibilité de ces actifs OTC deviennent de moins en moins importants. Il y a de moins en moins de disponibilité concernant l'ETH et le BTC via OTC et également aussi sur les plateformes d'échange centralisées. Donc à un moment donné, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et là, vu les montants qui sont achetés chaque jour, les effets de levier qui sont utilisés pour se conforter pour pouvoir rentrer vraiment sur ces marchés-là, ça devient de plus en plus significatif. C'est là où il va falloir être vigilant pour moi en bear market parce que, comme à chaque fois, quand il y a les effets de levier en bull run, en bear market, quand ça se retourne, en général, ça fait très très mal. Mais néanmoins, aujourd'hui, ça doit vous donner un ordre d'idée sur ce qui arrivera quand finalement, soit les gros auront fini d'acheter et qui souhaiteront que le cours augmente. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas. Et quand il n'y aura plus d'offres disponibles, parce qu'à un moment donné, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Là, le prix, pareil, va évoluer très, très vite, très rapidement. Et c'est là où le sentiment de marché peut shifter. Au-delà des news macro, des problématiques aussi économiques, on en a parlé. Aujourd'hui, on est toujours en quantitative tightening. Donc, attention. Aussi, un autre point que je voulais évoquer ici, parce que je vois aussi énormément de conneries sur Internet, il y en a beaucoup qui disent, tant que les taux ne sont pas baissés, parce que là, vous pouvez vous amuser à regarder les prédictions de taux, on est toujours en train de repousser. C'est-à-dire que là, sur le prochain meeting, je crois que c'est sur le mois de juillet, on est à plus de 99% sur un maintien de taux. Ouais. Yep. Et du coup, j'en vois beaucoup aussi qui disent tant qu'on n'a pas de baisse de taux, en gros, il n'y aura pas d'alt season. Alors, pour moi, ça, c'est l'une des plus grosses conneries qui est colportée sur le crypto Twitter. Vous pouvez très bien avoir une alt season et une spéculation sur des actifs plus ou moins risqués, que ce soit sur des actions, que ce soit sur de la crypto ou ce que vous voulez, y compris dans des périodes où vous avez des taux d'intérêt qui peuvent être élevés. Je vous renvoie par exemple sur l'une des plus grandes bulles de l'histoire récente, qui n'est pas forcément liée purement à la crypto, mais qui est liée aux actifs financiers traditionnels. Par exemple, je vous invite à regarder le Nasdaq entre les périodes, les années 95 et 2000, donc lors de la bulle Internet, d'accord, 95-2000, on était sur des taux entre 4, 5, voire 6% à un moment donné, mais entre 4 et 5% sur cette période-là, et pour autant, on avait eu une augmentation super importante sur ces périodes sur les actifs. Donc, taux élevé, ça veut dire que l'argent est difficile d'accès et que on peut pas non plus faire n'importe quoi parce que l'argent a un vrai coût. Quand on baisse les taux d'intérêt comme ce qu'on a eu avec le Covid et un peu de partout ailleurs, on va le payer par la suite avec une inflation importante, mais c'est qu'en général, il y a des choses qui se cassent dans l'économie. D'accord ? On va pas s'amuser à baisser les taux n'importe comment. C'est qu'il y a un intérêt de le faire et qu'aujourd'hui, avoir des taux qui restent certes élevés mais stables, c'est surtout ça qui est important. Ça veut dire que on est sur une certaine, puis j'aime pas trop ce terme-là, mais une certaine stabilité économique, malgré les news qu'on a vues un petit peu tout à l'heure, mais que si on décide de baisser les taux, c'est qu'encore une fois, on met vraiment en avant une instabilité des entreprises, une instabilité des particuliers, des prêts, des banques, etc., etc. Donc il y aurait, si on décide de baisser les taux, ça veut dire qu'il y a des choses qui se cassent dans l'économie, et en général, ça veut dire mauvaise nouvelle, ça veut dire mauvais sentiment de marché, et donc pourquoi pas, du coup, une réaction très négative sur les marchés financiers. Le fait de rester sur des taux qui soient certes élevés mais stables, ça veut dire que pour l'instant, par exemple, si c'est le cas de la Fed, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à baisser les taux maintenant et donc on reste sur une certaine stabilité des entreprises, du prêt d'argent, etc., etc. Et ça, le marché, vous le savez, hein, on l'a vu avec Trump, avec les droits de douane, tiens, je te mets 500% de droits de douane, tiens, toi, je te mets 300, machin. L'instabilité sur le marché, les investisseurs aujourd'hui, ils détestent ça. Hein, d'accord ? Donc, avoir une certaine stabilité, une certaine prédictabilité sur l'évolution du marché, c'est quelque chose d'important. Et évidemment que la crypto en a également aussi besoin. Donc, tous ceux qui vous disent aujourd'hui, baisse de taux, c'est forcément bullish pour les alts, pas forcément. Si demain, il y a une baisse de taux, c'est qu'il y a un truc qui va se péter vraiment de manière sérieuse dans l'économie et que s'ils baissent les taux, comme ils ont fait avec le Covid, en fait, baisse de taux et impression monétaire, ça a permis d'avoir
une baisse rapide, une baisse soudaine. Et le fait d'imprimer énormément d'argent, ça a permis d'atteindre un bottom très rapidement. Évidemment que ça n'a pas été fait pour récupérer la thune de ceux qui avaient investi sur le BTC et sur l'Ether, évidemment pas. Par contre, c'était obligatoire, surtout pour pouvoir sauver d'une certaine manière l'économie. Et de facto, la crypto a pu en profiter. Mais s'il n'y avait pas eu, si on avait eu ces baisses de taux là et tout, et que s'il n'y en avait pas eu d'impression monétaire, sans doute qu'on serait parti en bear market beaucoup plus tôt que prévu, ou en tout cas, le marché aurait eu besoin de latéraliser bien plus longtemps que ça, et on n'aurait absolument pas eu le cycle qu'on a eu sur la période précédente, sur le cycle de 2020-2021. Donc c'est vraiment tout ça à prendre en compte, d'accord, et à prendre en considération. On est quand même sur d'un point de vue macro assez inédit dans la partie purement crypto. Par contre, on a quand même suffisamment d'historique dans toute l'histoire financière et surtout en bourse pour comprendre que il n'y a pas de cas de figure où on peut se dire tiens, il y a des taux élevés, il n'y aura pas de bull run, ou tiens, il n'y a pas d'impression monétaire, du coup, s'il n'y a pas d'impression monétaire, il n'y aura pas forcément d'augmentation. C'est bien plus complexe que ça. On essaye de le simplifier, mais c'est pas non plus quelque chose d'unidirectionnel. D'accord? Je sais pas si tu veux rebondir sur ça. Oui, oui, carrément. Moi, j'en ai parlé dans mon live dimanche aussi dernier. Au final, est-ce qu'on se rapprocherait pas plus du cycle de 2017 que de 2020-2021? Parce que pour le coup, comme tu l'as dit, c'était hyper spécifique en termes de, alors pour le coup macro, hein, pas en termes de géopolitique aussi derrière, en 2020-2021, mais pour le coup, on l'avait dit déjà, ça fait plus d'un an, hein, avec Trump au pouvoir, la configuration du marché, on est plus sur ce qui se passait en 2016 avec des taux assez élevés qui avaient été baissés par la suite. Et 2020-2021 qui était exceptionnel en termes d'impression monétaire. Après, ce que je voulais rajouter aussi, parce que ça, on l'a traité, il y a la crise obligataire aussi qui se profile, hein, avec le Japon, avec un peu systémique de partout, avec les taux qui augmentent. Et on peut avoir du stealth Q, même si c'est pas vraiment qualifié comme quantitative easing, tu peux avoir les banques centrales qui décident d'agir sur certains taux d'intérêt, obligations 10, 20, 30 ans, racheter ce type d'obligations. On a vu que la Banque du Japon l'avait fait, la Fed aussi, certaines parties, donc c'est pas du quantitative easing, mais ils peuvent, avant de baisser les taux, mettre en place certaines actions, certains rachats d'obligations un peu plus agressifs que ce qu'ils font actuellement pour faire du yield curve control, quoi. Donc, essayer de contrôler un peu cette courbe des taux sans forcément baisser les taux et forcément baisser les taux à zéro. Comme tu l'as dit, Thibaut, baisser les taux à zéro, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre, aucune autre option. Et en ce moment, c'est un peu le piège, hein, parce qu'il y a des estimations d'inflation qui commencent à remonter un peu aux États-Unis, avec les tarifs, avec ce qui est en train de se profiler potentiellement, inflation qui remonte, mais taux obligataires élevés. C'est la peste et le choléra en fait, hein, parce que si baissent les taux, ça va être encore plus d'inflation. S'ils font rien, ça va être potentiellement chômage. Donc là, ça va être très très compliqué. Mais au final, bon, il y aura forcément une décision qui devra être prise, mais dans tous les cas, sachez que c'est un contexte un peu inédit et vraiment pas facile pour décider d'une manière ou d'une autre, hein. Il faut absolument tout baisser à zéro les taux maintenant pour payer la dette, mais inflation, donc j'aimerais pas être à la place des dirigeants de banque centrale, hein, parce que là, très clairement, les choix, il n'y a aucune solution qui est bonne, et ça sera le choix du moins pire. Mais je suis persuadé aussi, quand tu dézoomes un peu, que tu sors du prisme investisseur, qu'est-ce qui est bon pour mon portefeuille, s'il passe les taux à zéro, vu le contexte actuel, ça sentira très très mauvais, hein. Et on aura, rappelez-vous en 2020-2021, on a vu un beau bull run. Après 2022-2023, qu'est-ce qui était sujet principal de discussion? Inflation à 7, 8, 9, 10% réel annualisé, parce que trop d'impression monétaire. Donc si on baisse les taux à zéro, qu'on commence à imprimer encore, vous inquiétez pas, on va le sentir passer aussi. Donc ça sera le moment de prendre des profits et sécuriser des plus-values, parce que je peux vous garantir que il va falloir le ressortir aussi dans pas longtemps, cet argent. Donc voilà, c'est bien de souhaiter certaines choses, mais il faut aussi comprendre les implications. Et pour le coup, même si on a pas du QE, enfin pas les taux à zéro, pas d'impression monétaire violente, mais qu'on a quelque chose d'un peu plus ciblé et qu'on ait quand même une all season sur une partie des alts, pas un truc à la 2020-2021, parce qu'en réalité, ça ne se reproduira pas, ça pourrait être aussi souhaitable d'une certaine manière. Donc voilà, c'est tout compliqué à comprendre, mais bon, c'est pas non plus blanc ou noir la solution, quoi. Et puis surtout, quand vous regardez les taux
Et l'impression monétaire, en fait, on se focalise purement sur la Fed et donc principalement aux États-Unis. Mais ça fait des mois qu'on vous présente aussi l'expansion de la M2 globale au niveau mondial. Il y a quand même pas mal de pays qui, eux, ont décidé de faire tourner la planche à billets. Hein, l'Europe, la Chine, il y a eu l'Inde, il y a eu quand même pas mal de pays qui le font. Les États-Unis qui restent l'acteur, pour moi, majoritaire important, parce que la devise la plus significative aujourd'hui, ça reste quand même le dollar, hein, qu'on le veuille ou non, sont toujours en stand-by. Parce que pour l'instant, voilà, Trump dit à Powell, si tu baisses pas les taux, je vais te virer. Puis après, il dit non, mais en fait, je rigole, je vais pas te virer. Bon, c'est un jeu de pouvoir contre pouvoir, surtout un jeu avant tout politique. Puisque, en fait, on se pose la question. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais la planche à billets, du coup, est-ce qu'ils vont la remettre en place? La question, c'est pas de savoir s'ils vont la remettre en place. C'est plutôt quand. Parce qu'il n'y a pas, il y a aucun. En fait, aujourd'hui, ils sont bloqués. Ils vivent. La plupart des États développés ou non vivent au-dessus de leurs moyens. On prend l'Europe, on prend les États-Unis. Il y a certains pays qui gèrent plutôt bien. L'Allemagne, juste l'Allemagne, pour Voilà. l'instant. Et après, tu as d'autres pays qui ont une dette sur PIB qui est quand même assez faible. Tu prends la Russie, par exemple, ils sont à 19% de leur PIB en termes de dette. La France, on est à 125%. Les États-Unis, plus de 100%. Le Japon, c'est catastrophique. Ils sont à 260%. Sauf que ce qui est différent par rapport à nous, c'est que la plupart de leurs dettes, eux, sont détenues chez eux et pas à l'étranger. Donc, ça aussi, ça a un rôle pour moi qui est important. En France et en Europe, une grosse partie de notre dette, plus de 50%, c'est détenu par des créanciers étrangers. Donc, c'est pas les mêmes enjeux, d'accord? On peut pas comparer des carottes et des choux justement par rapport à ça. Et vraiment comprendre que de toute façon, vu qu'ils sont dans un modèle, et là, il n'y a pas de parti politique, hein, républicain, démocrate, ou en France, ou en Europe, droite, gauche, ou ce que vous voulez, c'est la même chose. Pour moi, c'est exactement la même merde, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis désintéressé de la politique depuis des années. J'en parle beaucoup sur mon autre chaîne YouTube aussi, Éternel étudiant, mais que ça renvoie toujours sur la même chose, c'est-à-dire que tant qu'on ne va pas corriger le problème central qui est de faire attention à nos dépenses et de ne pas faire en sorte de dépenser plus d'argent que ce qu'on gagne, ça ne résoudra jamais le problème. Tu peux voter à droite, tu peux voter à gauche, tu peux te dire c'est la faute d'un tel ou un tel, ça ne corrigera rien du tout. Ils seront bloqués. Et pour pouvoir financer ce train de vie trop élevé, ils ont plusieurs solutions et plusieurs cartouches de leur côté. La première, c'est d'augmenter les recettes. Et quel est le meilleur moyen d'augmenter les recettes pour l'État? C'est augmenter les impôts. D'accord. Ensuite, ça peut être de baisser les taux pour, pourquoi pas, demander de financer leur dette ou leur train de vie par des créanciers étrangers. Donc ça aussi, hein, c'est demander de l'argent à l'étranger. Et puis en fonction des politiques de taux, on va essayer de faire en sorte de financer notre dette pour pas trop cher. Et le troisième moyen... Ce qui est en train d'exploser en ce moment avec les marchés obligataires qui sont en train d'exploser. Parce qu'ils sont en train de dire, maintenant, si vous voulez vous prêter, que ce soit aux États-Unis, avec les taux longs presque à 5%, au Japon, en Europe, il y a les taux qui augmentent de partout parce que les investisseurs n'ont plus envie de financer ces conneries. Donc, voilà, exactement. Et d'ailleurs, les États-Unis ont perdu leurs notes. Ils étaient, je crois que c'était, tu sais, c'est sur Moody's là, ils ont perdu. Ils avaient un triple A et là, je crois qu'ils ont été downgradés. Ils ont eu un truc. Ils ont perdu une note et en France, c'est pareil. On a reperdu encore un truc. On voit que la qualité des obligations, les créanciers aujourd'hui s'impatientent un peu parce qu'ils se rendent compte que la plupart des États en fait ont des dettes qui sont irremboursables. Donc là, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc à un moment donné, quand tu es dans un État obèse qui n'est pas capable de gérer correctement ses dépenses, tu lui as prêté du pognon. Est-ce que tu vas continuer de lui en prêter, sachant que lui, le seul moyen de pouvoir te rembourser, c'est de continuer d'emprunter. D'accord ? Si les banques aujourd'hui, vous venez les voir, vous êtes en état de surendettement, parce que c'est ça dans la plupart des pays, hein. En tant que particulier, si vous arrivez aujourd'hui dans une banque et vous dites, vous avez une entreprise agricole, vous avez n'importe quoi, quelle type d'entreprise, vous dites, filez-moi du pognon pour financer votre besoin en fonds de roulement, je peux vous assurer que la banque va vous faire un gros doigt d'honneur, elle va vous dire, allez, tu vas dégager de là, je te prêterai rien du tout. D'accord ? Et là, aujourd'hui, il est plus à 30-40% que 110%, quoi, hein, parce qu'ils vont pas vous prêter par rapport à vos revenus. Ça m'étonnerait qu'ils vous prêtent 110% de vos revenus et l'année prochaine 115 et l'année d'après 120 et en disant mais t'inquiète pas, tu rembourses quand tu pourras. Tu veux un peu plus? Allez, vas-y, tiens, prends. Exactement. Donc il y a que les États que ça marche. Donc aujourd'hui, le problème c'est ça, c'est qu'on dépense plus que ce qu'on gagne. Plusieurs manières de pouvoir potentiellement s'en sortir pour les États. C'est augmenter les recettes, donc augmenter les impôts. Sauf qu'à un moment donné, quand tu augmentes trop les impôts, comme en France, où tu fais partie des pays les plus imposés au monde, tu as quand même pas mal de gens qui se disent, écoute, quand tu es payé autant à rien foutre qu'à bosser, soit je bosse plus, soit je pars. D'accord ?
C'est là le questionnement sur les retraites, le nombre d'actifs, et puis des mecs qui décident de se barrer carrément du pays. Ensuite, bon, c'est ce que j'ai dit, financer sa dette par les étrangers. Donc, décider de demander aux pays aux alentours, prêtez-moi du pognon, donc on va émettre des obligations, et puis derrière, on va vous payer à échéance. Et c'est là où la France et l'Europe, par rapport au Japon, en fait, a financé énormément sa dette par les créanciers étrangers. Donc, quand vous dites que vous payez des impôts pour financer vos routes, pour financer vos infrastructures, l'école et tout un tas d'autres choses, en fait, vous donnez une grande partie de cet argent-là pour payer des créanciers étrangers qui se situent en Chine, qui se situent aux États-Unis. Donc, vous payez en fait des mecs qui ont déjà énormément d'argent. Ça aussi, c'est quelque chose à connaître. Et la troisième manière qu'on vient d'évoquer là, c'est l'impression monétaire. Alors, c'est la plus simple pour les États à faire sur le court terme, sauf que sur le long terme, évidemment, ça a des conséquences qui sont désastreuses pour beaucoup de personnes. Le prix de la vie qui n'arrête pas d'augmenter, le pouvoir d'achat qui diminue, des gens qui perdent peut-être l'épargne de toute une vie. On voit d'ailleurs que l'évolution des devises aussi n'est pas du tout identique. Tout le monde considère que le dollar, c'est mort. Je vous invite à regarder la parité euro-dollar, de regarder juste le graphique depuis les années 2008, depuis la crise des subprimes entre l'euro et le dollar. Le dollar n'arrête pas de prendre de la valeur par rapport à l'euro. Et je vous invite aussi exactement à faire la même chose entre l'euro, par exemple, et le franc suisse. Voilà. J'en ai parlé mercredi. Ouais. Vous verrez qu'on est clairement sur un bull run sur le franc suisse par rapport à l'euro. Donc, il y a un intérêt aussi à vous poser la question de l'avenir potentiel de la devise que vous avez. Si vous êtes en crypto, c'est que vous êtes déjà suffisamment éveillé à ce sujet. Mais quand même, voilà, on est quand même dans un modèle où, pour moi, et je pense que pour toi, Théo, c'est pareil, ça va pas aller en s'améliorant, et que la question, c'est pas de savoir s'ils vont réimprimer de l'argent. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent pas augmenter les impôts de manière infinie. Et sinon, il y a des trucs qui vont se péter. À un moment donné, les créanciers étrangers, quand on voit que les notes des pays développés n'arrêtent pas de baisser, d'accord, il y a un moment donné, les mecs ils disent, écoute, je t'ai déjà prêté je sais pas combien de pognon, maintenant tu vas me le rendre. Sauf que le pognon, ils pourront jamais le rendre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont imprimer. Imprimer. Et s'il y a bien l'histoire nous renseigne sur quelque chose, c'est bien ça. C'est que la valeur intrinsèque des devises, qui ne sont pas des monnaies, parce qu'elles n'ont pas la store of value, la réserve de valeur, c'est égal à zéro. Et qu'à un moment donné, il va peut-être falloir changer de système. Et en général, il y a un reset. Et c'est de là d'où vient le grand reset. C'est que quand les devises fiat ne vaudront plus rien, on va changer, on va passer sur autre chose. Et on va repartir sur un nouveau cycle, comme ce qu'on a connu depuis l'histoire de l'humanité, quoi. Vas-y, si tu veux partager. Ouais, tu veux partager un truc? Bah oui, pour montrer un petit peu que c'est pas Théo et Thibaut qui le racontent. Hein, c'était à plusieurs. Voilà. Ça, c'est le poids de la dette en pourcentage du PIB en France. Hein. Donc, ça fait depuis 2020, mais justement, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 où on est passé à plus de 100% du PIB en termes de dette. Hein. Vous voyez, bon. Après, la tendance, elle est claire. Hein. On n'a pas tracé la droite, mais vous voyez très bien la tendance. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et ça, c'est les prévisions. Voilà, Bloomberg. Hein. Donc, c'est pas Théo et Thibaut, c'est Bloomberg. Le poids de la dette globally. Donc, c'est pas juste ça c'est au niveau du monde, pardon. Le G7, les US, la Chine. Alors, il y a juste l'Allemagne qui, pour l'instant, était en tendance baissière. Japon, France, UK, Italie. Donc, globalement, poids de la dette qui ne va faire qu'en augmentant. Nous, on est déjà à plus de 100, mais dans le monde, on n'en est pas loin. Mais grosso modo, d'ici à 2050, on sera à 150, 160% du PIB en dette. Donc, voilà, les estimations pour le futur en termes de poids de la dette. Donc, voilà, ça veut dire plus de fiscalité, hein, parce qu'on va parler très certainement aussi de dominance budgétaire. Hein. Ça, c'est l'INADEN qui le présente. Mais il y en a d'autres aussi, c'est-à-dire que, comme l'a dit Thibaut, hein, il va y avoir plus d'inflation parce qu'ils ne pourront pas non plus augmenter ad vitam aeternam les impôts. Là, déjà, ça commence à bien coincer en France. Hein. Il y a beaucoup de critiques. Où c'est qu'il va falloir aller chercher l'argent avec un État obèse. Voilà. Tout le mouvement Nicolas, hein, rendez le fruit de leur travail aux actifs, ça vient aussi de là, hein, parce qu'on est de plus en plus taxé en France, 60% hein, les actifs. Voilà. Et donc, il y aura, je pense, entre inflation et taxation, mais de toute manière, il va y avoir aussi ce côté-là que moi j'ai pas mal présenté aussi sur la chaîne, hein, dominance fiscale, dominance budgétaire, où au final les banques centrales et leurs politiques de taux devront peut-être céder le pas aux États en fait, et que ce sera les États qui diront là il faut imprimer parce qu'en fait sinon on paie plus personne, il n'y a plus de retraite, il n'y a plus rien, donc on s'en fout de l'inflation, enfin on s'en fout pas, mais tant pis pour l'inflation, tant pis pour l'économie, c'est soit t'imprimes, soit on paye pas.
il y a tout le système social qui se pète. Donc, de toute façon, ça sera les États, et on connaît la gestion qu'ils ont de l'argent, qui vont prendre le dessus. Donc, voilà, c'est un peu les prévisions. Exactement. Voilà. Et ensuite, là, il y en a dans les commentaires qui réagissent à ça. Alexandre qui disait tout à fait, Thibaut, il y a un manque de courage. Oui. Pour s'attaquer aux dépenses publiques et à la dette, la seule réponse en France, c'est l'augmentation des impôts. Il n'y a pas de parti libéral. L'entropie de l'économie atteint un point de moins en moins soutenable, je pense. Et puis, voilà, surtout en augmentant trop les impôts, on freine le développement des entreprises, on réduit donc le montant des futurs impôts. Exactement. Et comme tu dis, pour le privé aussi, il y a des études qui ont été faites en Norvège où justement ils ont dit on va les enculer ces collards de riches là, tu vois, tous ces millionnaires, on va mettre des taxes super importantes. Alors tu les chopes peut-être la première année. Alors première année, peut-être jackpot s'ils ont pas eu le temps de se barrer à temps. Mais la deuxième année, la deuxième et la troisième et la quatrième et la cinquième et toutes celles qui suivent, je peux te garantir que les recettes il me semble qu'il y avait un exemple en France avec les bateaux qu'ils avaient essayé de taxer, ils sont tous barrés à quelques kilomètres de là en Italie. Hop, et t'es passé de plusieurs dizaines de millions à 60 000 euros de recettes. Parce que voilà, au bout d'un moment, les mecs ils se disent t'as essayé de me baiser la gueule, mais tu vas voir. Ok, très bien. Tu m'auras peut-être une fois, mais l'année prochaine, t'inquiète pas. Et ça, je comprends pas qu'ils n'arrivent pas à l'intérioriser en France. De se dire que des fois, pour avoir plus d'impôts, il faut les baisser. Contre-intuitif, hein, de dire tu vas baisser normalement ce qui est de ta recette pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir plus innover, pour pouvoir investir, pour pouvoir faire tout un tas de choses. Mais non, on va continuer d'augmenter les impôts et pas corriger le fond du problème, malheureusement. Donc, voilà, la réponse, en fait, on la connaît. Hein. Et la crypto, ça a été une réponse justement à ça. Et je pense qu'il y a un moment donné, alors c'est là un peu le souci, c'est que les gens se disent, ouais, bien, à un moment donné, ça va craquer. Le problème, c'est que tu as des mecs comme Kiyosaki, comme Peter Schiff, comme plein d'autres qui voient ce truc-là et qui se disent ça va péter, mais ça fait 30 ans que les mecs te disent ça va péter et ça pète toujours pas. Peut-être que c'est un modèle qui peut rester sous perfusion pendant encore des années. Hein. On ne sait pas ce qu'ils peuvent te sortir et tout, ça peut encore rester pendant des années et des années et des années. Sauf qu'à un moment donné, évidemment, je ne pense pas que si tu prends sur un temps suffisamment long, que ça continuera comme ça. Et ça ne se fera pas sans un conflit majeur. Hein. C'est un peu la thèse aussi de Ray Dalio. Hein. L'effondrement des civilisations et puis surtout l'effondrement de l'hégémonie de la plus grande monnaie à chaque fois que tu as un État ou un pays qui prend le dessus, c'est qu'en général, sa devise, elle est très forte par rapport aux autres. Du coup, il va pouvoir investir dans son éducation, dans les infrastructures pour la santé, etc. Et donc, on a une montée en puissance, en fait, en général, du pays. En général aussi, ça suit beaucoup la démographie. La démographie, on n'en parle pas beaucoup, mais la démographie dans les pays occidentaux, ça commence à puer la merde sévère. On n'est pas sur le même état que le Japon, mais en Europe et aux États-Unis, c'est quand même pas très très dingue. Les pays qui nous défoncent là-dessus, c'est par exemple l'Inde, où 35% de la population a moins de 20 ans. Donc évidemment que la démographie, et c'est pas moi qui le dis ça aussi, c'est Ray Dalio. Il te dit que c'est le point le plus important pour la croissance et le développement d'un pays. Et donc là, on est sur une période charnière où en fait, tu as des États obèses qui ne veulent pas perdre leurs droits et leur souveraineté et leur hégémonie aujourd'hui d'un point de vue mondial. C'est avant tout des guerres politiques et économiques. Et c'est un jeu aussi de se dire, tiens, lui, il a une devise forte, mais moi, la mienne, il ne faut pas qu'elle soit non plus trop forte, parce que si elle est trop forte, bah, du coup, ceux qui viennent dans mon pays n'ont pas un pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir consommer, etc. Donc, tu as un intérêt aussi à imprimer pour que ta devise ne reste pas disproportionnellement trop forte par rapport aux autres. Mais on connaît le endgame. Hein. On sait très bien comment ça se termine. Tu ne peux pas imprimer, tu ne peux pas augmenter de manière infinie comme ça la supply sur la partie des devises sans pour autant arriver à un moment donné à sa valeur intrinsèque qui est égale à 0. Quoi. Après, sur la partie démographie, et encore une fois, sans faire politique, tu prends les données INSEE, et moi c'est ce que j'avais fait aussi sur une vidéo et que je présentais, il me semble que je l'avais représenté dimanche en live, pour ceux qui étaient là. Tu prends les données INSEE 2024, en ce moment, parce que je les ai en off, je ne vais pas forcément les repartager, mais vous pouvez aller le voir, c'est l'INSEE, l'Institut national de statistique. Actuellement, en 2021, donc ça a peut-être encore évolué, mais personne en âge de travailler en France, donc entre 20 et 64 ans, ça représente 54% de la population. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié de la population qui est en âge de travailler. Alors, les autres, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce qu'ils sont trop vieux. Et ça veut dire qu'on ne compte pas non plus les gens qui sont en âge de travailler, qui ne travaillent pas pour la raison que ce soit. Attention, parce qu'on sait très bien que tout le monde n'est pas actif. Hein. Et en 2070, les prévisions, c'est qu'on passera à 47% de la population en âge de travailler. Donc ça veut dire déjà, dès à présent,
il y a en France la minorité qui soutient la majorité des gens qui ne travaillent pas. Pour la raison que ce soit, attention, on ne fait pas de politique, hein, c'est-à-dire juste à partir de l'âge, en classe d'âge, déjà, tu sais qu'il y a la moitié qui soutient la moitié. Vu les taxes, enfin, je veux dire, je vois pas comment ça peut continuer. Et comme tu l'as dit, il y a aussi le problème des personnes de plus en plus âgées. Et voilà, au bout d'un moment, c'est mathématique, c'est même pas politique. Il y a tant de personnes pour soutenir tant de personnes. Combien il faut pour que tout le monde puisse vivre correctement, en sachant que les seuls qui ramènent l'argent, c'est eux. Voilà, à combien on les prélève pour que tout le monde soit content à peu près. Et là, en ce moment, c'est un peu l'équation, elle est un peu difficile, quoi. Bah, tu avais les prévisions du cabinet de McKinsey aussi qui justement a réfléchi sur ces trucs-là, qui a fait les prédictions sur la France et globalement aussi sur l'Europe, et plus spécifiquement sur la France. Et globalement, c'est les prévisions, c'est de dire que d'ici les années 2050 à peu près, la France pourrait être considérée comme un pays du tiers-monde aujourd'hui. Voilà. On verra un petit peu comment ça va se passer, mais bon courage à ceux qui pensent toujours au système des retraites et que ça va les sauver. Je pense pas que c'est un modèle qui va s'effondrer comme ça du jour au lendemain. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va être de moins en moins significatif. C'est-à-dire que les allocations vont continuer de baisser, que les allocations, retraite, chômage, machin, qu'il y aura de plus en plus d'intérêt aux gens, et ça sera une nécessité, ça l'est déjà aujourd'hui, mais ça le deviendra de plus en plus, de ne pas dépendre du gouvernement pour assurer leur vieux jour, puisque de toute façon, il ne le fera pas. C'est-à-dire que c'est quand même assez fou de te dire que tu es dans un modèle où tu as passé un contrat quand même avec un État qui s'endette au détriment des générations futures. Et peu importe le coût qui sera amené à payer, en fait, il s'en fout parce que la plupart des mecs, en fait, ils vivent aujourd'hui, ils se disent demain, c'est pas moi qui vais payer les dettes, donc j'en ai rien à foutre. Donc tu passes un contrat aujourd'hui, tu payes, on va te ponctionner quand même une grosse partie de ton argent pour, à la fin, peut-être retrouver avec peanuts ou pas du tout l'argent que tu as donné avant. Donc c'est un peu le modèle répartition ou capitalisation. Hein. J'en ai parlé sur Internet étudiant, il n'y a pas photo. Hein. Le modèle par capitalisation est dans tous les cas bien mieux. Parce que un modèle par capitalisation, c'est pas sur 1 an ou sur 2 ans que tu le fais, c'est sur plusieurs années. Une retraite, c'est sur 40 ans. 40 ans, si tu enlèves les prélèvements obligatoires et que tu les prends et que tu les investis, d'accord, tu t'en sors bien mieux. Et que tu sois au SMIC ou plus, hein, peu importe. Hein, tu t'en sortiras bien mieux que le système de retraite que tu auras par la suite et sans prendre en plus en compte l'aspect succession. Parce que quand tu es à la retraite et que l'État te file des thunes, quand tu meurs, tu n'as plus rien. D'accord. Par contre, tu peux léguer quand même une partie de ton capital, tu peux léguer une partie de ton patrimoine. Bref. Bah surtout que là, on va bientôt cotiser en négatif. Hein. Quand tu regardes, là, j'ai vu des estimations. Ceux qui sont à la retraite actuellement pour cotiser, on s'entend, hein, vous avez compris, ils ont payé pour ceux qui étaient à leur époque 1 euro, ils en reçoivent 2 actuellement. Là, ceux qui payent, ils se prévoient 1,18, il me semble. Et grosso modo, dans quelques années, on va passer en négatif. Donc, c'est-à-dire pour 1 euro versé au système des retraites actuel, vous en recevrez peut-être 0,80 ou 0,90. C'est-à-dire que tout l'argent qui part pour, en espérant plus tard avoir un retour sur investissement, vous saurez qu'il sera négatif. Donc, en fait, on parle même pas de livret A à 2-3%. On parle, vous donnez 1, vous recevez 0,8. Est-ce que ça vous... Enfin, je sais pas. Sans parler... est-ce que c'est un investissement qui vous paraît rentable? Je vous dis pas ce qu'il y a derrière. Je vous dis, vous investissez 1, et dans 30 ans, tu recevras 0,8. Attention, c'est pas l'année prochaine, c'est pas dans 6 mois. C'est tu vas donner 1 euro tous les mois maintenant. Et peut-être dans 30 ans, 40 ans, on verra, tu recevras 0,8 ou 0,7 pour cet euro investi. Est-ce que ça te sans paraît compter l'inflation. Sans compter l'inflation. Ah oui, non, mais sans compter l'inflation en brut. Hein, en net, tu seras peut-être à moins 2,3, mais bon. Tu vois, franchement, quand tu regardes à travers ce prisme, c'est même pas, c'est pas politique, c'est juste mathématique. Tu vois, le deal, c'est t'investir 1 euro et dans 30 ans, t'en fileras peut-être 0,8 ou 0,7. Voilà. Alors, ça, c'est la répartition. Voilà. Ouais. Actuellement, le système, vu les prévisions démographiques, c'est comme ça. Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'intéressant ou est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être d'autres investissements, même sans parler crypto, qui seront peut-être un peu plus intéressants pour préparer tout ça? Bon, écoutez. Il y en a qui ont des c'est important différents. de réfléchir à ces trucs-là. Et si on vous en parle, les mecs, c'est pas pour rien. Des fois, il y en a qui disent ouais, du coup, vous reparlez un peu dans la politique. On parle pas de politique, là, on parle de maths. Hein. On s'en fout encore une fois de cet aspect purement politique. C'est surtout se rappeler les raisons pour lesquelles vous avez décidé potentiellement d'investir en crypto. Parce qu'au-delà du fait de se dire oui, je veux gagner de l'argent, oui, je veux faire le bull run, je veux faire un coup sur le cycle, il se fait y avoir une alt season, il y a des raisons fondamentales et profondes qui font qu'on a décidé de s'exposer à cette classe d'actifs. Elle n'est pas là pour rien. La plupart des projets puent la merde et ne servent à rien,
Mais quand même, il y a quand même des fondamentaux qui sont intéressants, notamment sur BTC. Et il y a des vraies raisons justement par rapport à ça. Et je pense que dans des moments où ça peut être compliqué à tenir nos positions, où on se dit putain, les États ils font n'importe quoi, justement, bah, ça peut nous rassurer de se dire en fait, voilà, ça me protège. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est ceux qui te disent Bitcoin c'est risqué ou la crypto c'est risqué. Si tu fais n'importe quoi, c'est le cas, d'accord. Mais quand même, je trouve que c'est plus risqué aujourd'hui de ne pas être exposé du tout à la crypto, et y compris sur BTC, que d'y être exposé, surtout dans les conditions actuelles. Et c'est pour ça que c'est important pour vous de vous recentrer sur ce qui se passe en fait un petit peu autour du monde, parce que ça va pas aller en s'améliorant. Ils sont dans un modèle où en fait ils sont bloqués. Et quand ça va péter à un moment donné, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne pète pas. L'histoire nous renseigne sur ça, c'est que ça se fait pas sans avoir des fusions de sang, malheureusement, sans avoir une guerre, sans avoir des conflits. Alors ça peut être, on préfère que ce soit des conflits politiques et que ce soit des conflits économiques ou commerciaux, mais quand même, il peut y avoir d'autres types de conflits qui, en général, font tout de suite nettement moins sourire. Et je vois pas comment on peut se sortir de ça dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années sans avoir ce genre de problème. Et la crypto, justement, permet de répondre à un certain nombre de ces prérogatives et de ces obligations. Et aussi une chose qu'on n'a pas parlé, petite cerise sur le gâteau, vous avez peut-être vu circuler des tests, hypothèses, des propositions pour aller taper dans l'épargne, parce qu'il y a d'autres... voilà, si on ne peut pas lever l'impôt, il y a aussi potentiellement mettre l'épargne à contribution. Et on a vu passer, alors je ne sais pas si c'est plus ou moins sérieux, mais ça a circulé pas mal, hein, tout ce qui va être ponctionnabilité hein, de l'épargne des Français, parce qu'on sait que pour le coup, il y a quand même encore pas mal d'épargne en France, mais il y a quelques mesures, il y a quelques voix qui se sont levées en disant mais quand même, il faudrait que tout le monde participe, et puis on peut les forcer à participer si on va taper dans les livrets A, ou en mettant en place certains livrets où les Français pourront investir dessus. Donc voilà, il n'y a rien de proposé, mais sachez que ça a été fait par le passé, et en cas de vraiment pépin, c'est aussi une option qui sera sur la table sans aucun souci. Donc malgré ce qu'on pense, et la crypto, ça permet de... tout ce qui est self-custody, bon, on va peut-être passer sur les autres news aussi, mais bon, dans l'idée, ça répond aussi à ce problème, à ce double problème inflation, monnaie dure, hein, et l'avoir vraiment sous contrôle pour le coup. C'est pas un livret A dans lequel on peut piocher comme on veut, quoi. Exactement. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo, parce que justement, ce sujet-là, j'en ai parlé sur mon autre chaîne YouTube, Éternel étudiant. Je vais essayer de la retrouver et je vous la montrerai tout à l'heure. Sur le fait si on a la possibilité de pouvoir vous ponctionner votre argent ou non. C'est celle-ci. Hop, je vais partager mon écran. J'ai fait un état des lieux. Je me suis pas lu chez les textes de loi. Toi aussi, tu l'as regardé, Billy. Je suis cassé la nénette justement à faire tout un travail là-dessus. Cette vidéo s'appelle « Ton argent est-il en sécurité en France ? Pourquoi quoi faire pour te protéger ?» Voilà. C'est pioché dans l'épargne des Français. C'est une vidéo qui est un peu longue, qui dure 44 minutes, mais je vous invite à la regarder et d'y jeter un coup d'œil, parce que justement, j'ai beaucoup travaillé dessus et ça vous permettra de savoir où est-ce qu'on se situe, quels sont leurs droits aujourd'hui, d'un point de vue texte de loi, ce qu'ils peuvent piocher dans votre épargne, si oui, comment vous pouvez vous faire pour vous protéger, y compris si vous décidez de rester en France et de ne pas forcément vous expatrier. Voilà, jetez-y un coup d'œil, je pense que ça vous plaira.